Merci, monsieur le modérateur. Vous vous rendez compte que nous venons de suivre là une grande expérience dans le monde en matière de statistiques. Et personnellement, je suis heureux d'être sur cette table avec madame pour partager cette expérience du Brésil. Mais comme la statistique est une science universelle, on essaie de faire à peu près la même chose dans tous les pays. En ce qui concerne le Cameroun, nous avons réalisé un certain nombre d'opérations. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de deux principales opérations statistiques que nous avons réalisées au Cameroun, assez rapidement d'ailleurs. Et puis, par la suite, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions qui concernent cette conférence. Par exemple, comment faire pour obtenir des données fiables? Parce que l'essentiel n'est pas d'avoir des données, mais encore faut-il avoir des données fiables. Comment faire pour améliorer la collecte dans plusieurs pays? Et comment faire pour échanger des indicateurs qui sont uniformes? Lorsqu'on va parler, par exemple, du travail dangereux au Brésil, que ce soit la même chose en Afrique du Sud ou bien en Europe du Nord, qu'on parlait du même indicateur. Donc, sans plus tarder, je crois que mon exposé est positionné, parce que quand j'appuie là, ça... Ok, c'est bon maintenant. Donc, en quelques 4 points, je veux parler de l'introduction de la méthodologie, de quelques résultats et puis des difficultés qui vont nous permettre de susciter le débat. Donc, j'ai déjà parlé de l'objectif de cette présentation qui est en quelque sorte de donner un aperçu de ces deux enquêtes et puis de voir dans quelle mesure nous pouvons tirer des leçons. Bon, sinon, nous disons, le Cameroun, c'est un pays de footballeurs, comme le Brésil d'ailleurs, et peut-être pas au même niveau. Il est situé en Afrique centrale, au sud du Sahara, et c'est un pays de 21 millions d'habitants, alors que le Brésil, c'est 2 fois 230 millions, quelque chose comme ça. Donc, une fois de plus, c'est un petit pays. Mais il a la caractéristique d'avoir une population jeune. Par exemple, en 2007, la population âgée de moins de 18 ans représentait près de la moitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons la définition de l'enfant des Nations Unies, tout individu qui a moins de 18 ans, ça veut dire que la moitié des Camerounais, c'est des enfants. Donc, bon, il est situé quelque part là en Afrique. Alors, nous allons rappeler que le Cameroun, comme la plupart des pays, a pu ratifier les conventions relatives au travail des enfants, la 138 et la 182. Cependant, on a constaté que le travail des enfants est un phénomène qui se répand dans un contexte de pauvreté. Parce qu'au Cameroun, 40% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est dans ce contexte-là que nous avons eu à réaliser au niveau de l'Institut national de la statistique une enquête sur la consommation auprès des ménages. En 2007, c'était la 3e, et en même temps, nous avons inclus un module sur le travail des enfants. Alors ici, en général, il y a 2 approches pour réaliser une enquête sur le travail des enfants. C'est soit une enquête indépendante, soit alors on inclut un module dans une opération plus grande. Donc nous avons opté de réaliser dans cette enquête
à partir de la grande enquête auprès des ménages. Et nous avons pu enquêter environ 5700 ménages, parce que la grande enquête devait couvrir 12 000 ménages et nous avons décidé d'enquêter la moitié concernant le travail des enfants. Et de 5 à 17 ans. Certainement, tout de suite, les uns les autres vont demander pourquoi 5 ans à 17 ans. C'est juste un problème de praticabilité, c'est-à-dire un problème pratique. On peut interroger les enfants jusqu'à un certain âge. Vous comprenez que s'il s'agit d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, c'est difficile d'obtenir des informations auprès de cet enfant. Donc, nous interrogeons les enfants à partir de 5 ans. Et aussi pour harmoniser dans tous les pays, parce que depuis que nous parlons des statistiques, vous avez compris qu'on va souvent de 5 à 17 ans. Alors, la première chose dans ce genre d'opération, c'est de bien définir les concepts. Et personnellement, peut-être je vais revenir à la fin. J'ai l'impression que le problème de concept reste pour certains pays un problème entier. Alors, le concept le plus étendu pour mesurer le travail des enfants est le cadre des activités productrices selon la résolution concernant les statistiques du travail des enfants adoptée lors de la 18e conférence des statisticiens de novembre 2008. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'activités que les enfants mènent et parmi ces activités, il y en a celles qui entrent dans le cadre du travail des enfants, mais pas toutes les activités. Si un enfant joue au football, je ne suis pas sûr que c'est le travail des enfants. Ainsi de suite. Donc, au départ, il y a cette définition de concept qu'il faut maîtriser. Parce que d'un côté, il y a les utilisateurs de données et de l'autre, il y a les producteurs. Il faut que nous tous, nous parlions le même langage avant d'amener ces informations auprès de l'homme politique qui va prendre la décision. Alors, la description du travail des enfants nécessite donc de distinguer ces deux concepts. D'abord, le concept des activités économiques. Nous entendons les activités économiques au sens des comptables nationaux qui définissent un travail économique comme, en quelque sorte, un travail productif pour l'économie. Si je peux me répéter ainsi. Il y a donc ce travail économique et également il y a le travail que je pourrais appeler un travail social, un travail domestique et personnel. Si vous lavez les habits, c'est un travail, mais ce n'est pas un travail économique. Ensuite, il y a les travaux dangereux. Les travaux dangereux qui appartiennent à certaines branches d'activité qui se réalisent peut-être dans certaines conditions, qui se réalisent dans certaines périodes de la journée. Et tout cela doit être clair dès le départ avant de se lancer dans une opération de production de statistiques sur le travail des enfants. Et généralement, nos amis du BIT, notamment du programme IPEC-SIMPOC, ont une liste de travaux dangereux qu'ils peuvent partager avec chaque pays et permettre ainsi de pouvoir actualiser dans le pays quelle est la liste des travaux dangereux. Alors, pour parler du concept en résumé, il y a un diagramme qui est souvent proposé par le BIT et que nous souhaitons que chaque pays puisse utiliser ce diagramme. Il permet à la fin de comparer les données. Alors, ce diagramme, il n'est pas difficile à comprendre. Au départ, on prend tous les enfants qui exercent une activité économique et on regarde quel genre d'activité ils mènent.
Et au regard de cette activité, on va le classer dans le casier travail des enfants ou dans le casier ce n'est pas le travail des enfants. J'ai pris des exemples. Si un enfant joue au football, est-ce qu'on va le mettre dans le casier de travail des enfants? Si un enfant lave ses habits, est-ce qu'on va le classer? Donc, ce graphique-là, lorsqu'on le regarde de proche en proche, on arrive à gauche, en bleu foncé, à la case qui concerne le travail des enfants. L'autre carré qui est en bleu, en haut, c'est les travaux dangereux. C'est toujours le travail des enfants à abolir. Et ici, une autre observation, c'est qu'on classe les enfants en deux tranches. Dans le cas du Cameroun, nous avons la tranche de 5 à 13 ans et ensuite la tranche de 14 à 17 ans parce que la législation autorise les personnes à partir de 14 ans de pouvoir travailler. Donc les enfants qui sont dans la tranche de 14 à 17 ans peuvent mener une activité économique alors que ceux qui ont moins de 14 ans, automatiquement, s'ils mènent une activité économique, ils sont classés dans le casier de travail des enfants à abolir. Donc, une fois qu'on a compris tous ces concepts, on arrive à un certain nombre de résultats qui sont comparables à... J'ai pris juste quelques résultats pour illustrer notre enquête sur le travail des enfants. On est arrivé au résultat que 28% des enfants de 5 à 17 ans sont concernés par le travail à abolir. Et là, c'est près de 2 millions, comme le ministre le citait ce matin, c'est près de 2 millions d'enfants. Ça permet déjà de voir l'ampleur du phénomène. Et autre chose, peut-être le modérateur va le préciser, quand nous parlons du travail des enfants en général, c'est une sorte d'abréviation de travail des enfants à abolir. Donc il s'agit à chaque fois de nous rappeler que le travail des enfants, c'est le travail des enfants à abolir et non pas toute activité menée par les enfants. On a également les travaux dangereux, 4,4%. On a pu constater qu'au niveau des travaux dangereux, on y retrouvait autant de filles que de garçons. Il n'y avait pas de différenciation et la majorité des enfants, on a constaté que dès le départ, la majorité des enfants mènent des activités ménagères. Ceci peut être vu comme une source probable par la suite du travail des enfants. Parce que dans chaque ménage au Cameroun, et certainement dans beaucoup de pays africains, le parent considère l'enfant d'abord comme quelqu'un qui doit lui rendre service. Alors, ça commence par des petits travaux simples, et puis par la suite, ça devient une source potentielle du travail des enfants. Donc, par exemple, ici, on a constaté que 91% des enfants mènent des activités ménagères au niveau de leur ménage. Par exemple, la recherche de l'eau, la recherche du bois, le nettoyage des ustensiles de cuisine ou le nettoyage de la maison. Et tout cela, que ce soit les filles ou les garçons, les proportions ne sont pas très éloignées. C'est vrai que pour les filles, c'est un peu plus élevé, mais la différence n'est pas très importante. Également, on l'a déjà évoqué, dans la plupart des pays en Afrique, c'est le secteur agricole, le secteur du monde rural, de l'agriculture, où l'on rencontre le plus du travail des enfants. Donc ça fait une indication au cas où l'on veut mener des politiques, qu'on comprenne que c'est d'abord dans ce secteur-là qu'il faut s'attaquer. Et puis maintenant, en ce qui concerne quelques déterminants, l'on dira qu'on a constaté que parmi ces déterminants, il y avait ce qui était en rapport
avec l'enfant et ce qui était en rapport avec les parents. Par exemple, avec les parents, il y avait le risque d'avoir le travail des enfants lorsque les parents avaient leur résidence en milieu rural. Lorsque les parents étaient pauvres, lorsque les parents avaient un niveau d'instruction pas élevé, et beaucoup plus les mamans, lorsque les parents exerçaient leur activité dans le secteur informel, il y avait beaucoup plus de risques, mais également des déterminants qui sont liés aux caractéristiques de l'enfant. Par exemple, le rang de l'enfant. S'il est le premier dans la famille, il avait beaucoup plus de risques de se retrouver dans le travail des enfants parce que les autres qui viennent derrière, c'est lui qui paye le coût, qui remplace de temps en temps les parents à plusieurs niveaux. Donc le rang jouait un rôle dans ces risques. Lorsque l'enfant ne vivait pas avec ses parents biologiques, nous appelons ça le lien de parenté avec le chef de ménage. Lorsqu'on constatait que l'enfant ne vivait pas avec ses parents biologiques, il y avait des risques que cet enfant se retrouve dans le travail des enfants. Lorsque l'enfant était, par exemple, orphelin également, c'était des risques. Donc, il y a tout un ensemble de variables que nous avons identifiées comme ça et qui, ma foi, font une interaction avec le travail des enfants. Il y a aussi l'environnement culturel. Là également, c'est quelque chose qui est encore une pesanteur pour certains pays, y compris le Cameroun, dans certaines régions du Cameroun. Alors, il y a un camembert en bas là qui résume un peu la situation de tous les enfants. Les enfants se retrouvent dans 4 positions. Alors, il y a la partie rouge. Bon, c'est pas très rouge à l'écran, mais il y a la partie qui est un peu plus grande, c'est les enfants qui vont uniquement à l'école. L'influence du travail des enfants sur la vie scolaire. Il y a donc cette partie d'en bas qui concerne les enfants qui vont uniquement à l'école. Ensuite, il y a la partie qui est un peu plus jaune, c'est 27%. C'est les enfants qui vont à l'école mais qui travaillent également. Et on retrouve à droite les enfants qui travaillent uniquement et juste en haut les enfants qui se retrouvent ni à l'école ni travailleurs. Donc c'est les 4 situations où on peut retrouver ces enfants. Toujours en termes de quelques résultats, on l'a déjà dit, hein, le travail des enfants a eu des conséquences sur la scolarisation et la santé. Et là, on a pu constater que concernant le nombre d'heures chaque semaine consacrées aux activités économiques, ces enfants-là consacraient autour de 14 heures en moyenne. Il y en a qui travaillent plus que ça, mais la moyenne est de 14 heures. La moitié des enfants qui ne vont pas à l'école travaillent même plus, ils travaillent plus de 36 heures par semaine. Et les raisons de non-fréquentation, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas à l'école, ils ont évoqué les coûts de scolarisation élevés, ça c'est lié au niveau de pauvreté des parents, mais ils ont aussi évoqué le refus des parents, c'est de l'environnement socio-culturel. Et ils ont évoqué également l'éloignement des structures scolaires, peut-être une interpellation de l'État. Il y a également, on a constaté qu'il y avait parmi ceux qui allaient à l'école et travaillaient, les taux d'abandon étaient élevés parmi les enfants qui travaillent, qui ont un travail, par rapport à ceux qui n'ont pas un travail. Et également un résultat très important, plus de 75%, ce sont des travailleurs familiaux.
C'est-à-dire ils travaillent et on constate que ce travail des enfants a pour origine la propre famille de l'enfant. Alors, le questionnement qui nous est proposé, je l'ai déjà rappelé ici, comment faire pour avoir les meilleures données, les données fiables, et également comment faire pour avoir des indicateurs comparables. Donc, je ne veux pas m'attarder encore là-dessus. Alors, pour répondre à ce questionnement, nous allons essayer d'évoquer les difficultés qui se posent au système statistique, au système de collecte statistique. La première difficulté, comme on l'a évoqué, c'est avoir de bases de sondage. Il faut pouvoir avoir des bases de sondage parce que tous les pays n'ont pas la possibilité de faire le recensement comme au Brésil. Par exemple, dans mon pays, le Cameroun, il y a des recensements qui sont espacés à plus de 10 ans. Donc, c'est assez délicat. Donc, il est question d'avoir de bonnes bases de sondage pour pouvoir tirer des échantillons, des échantillons représentatifs. C'est l'une des difficultés. Et la deuxième difficulté, c'est le tirage des échantillons valables. Alors, il y a toute une théorie de sondage. Il faut une formation pour cela. Ce n'est pas n'importe quel statisticien qui peut se lever pour tirer des échantillons valables. Donc, il faut un renforcement de capacité à ce niveau. Une autre difficulté, c'est d'interviewer les enfants. En réalité, le travail des enfants, il serait indiqué d'avoir un contact direct avec les enfants, d'échanger avec les enfants. Mais lors de nos deux enquêtes, nous avons constaté que les parents ont tendance à tout s'accaparer. C'est-à-dire qu'ils veulent répondre à la place des enfants. Et ça, c'est une difficulté pour avoir des données fiables. Parce qu'à la fin, si c'est le parent qui répond à toutes les questions, on n'est pas toujours sur des réponses fiables. Donc, il faut être capable de pouvoir interviewer en direct les enfants. Et même quand on a la chance que le parent a accepté que l'enfant puisse répondre aux questions, il y a l'autre aspect, c'est que le parent veut être présent lors de l'interview. Et quand le parent est présent lors de l'interview, cela peut nuancer les réponses de l'enfant. Et également, nous avons constaté que dans le cas du Cameroun, c'est vrai, nous sommes allés dans les ménages, nous avons interrogé les enfants, mais il y a une bonne partie des enfants qui ne vivent pas dans le ménage et forcément qui sont dans le travail des enfants. Et nous n'avons pas pu capter ces enfants. Il faudrait qu'on puisse trouver une méthode adéquate pour capter tous ces enfants, surtout ceux qui ne sont pas dans les ménages. Et j'ai déjà évoqué le camouflage de l'information. Il y a parfois la tendance de camoufler les informations. Vous arrivez dans un ménage, quelqu'un vous dit, voilà mes enfants, mes 5 enfants, mais au moment où vous allez approfondir votre enquête, vous allez vous rendre compte que là-dedans, il y a ces enfants biologiques, mais également, il y a des enfants qui ne sont pas les siens. Et souvent, il y a une différence entre ces enfants-là concernant les activités qu'ils mènent au sein du ménage. Donc, il y a la véracité de l'information collectée. Il y a une autre difficulté, c'est que dans un pays comme le Cameroun, près de 90% de la population active exerce leur activité dans le secteur informel. Donc, lorsqu'il y a prédominance du secteur informel en ce qui concerne le marché du travail, vous comprenez qu'il y a des risques que très facilement les enfants se retrouvent dans le travail, même en présence de leurs parents. Et puis, il y a une autre petite difficulté, c'est la pluriactivité. Les enfants font beaucoup d'activités, mènent beaucoup d'activités à la fois. Et
déjà cette pluriactivité amène forcément à avoir le travail des enfants. Et parfois, la pluriactivité pousse à camoufler les pires formes de travail des enfants. L'autre difficulté que nous allons évoquer ici, c'est la non-connaissance de tous les lieux pratiques des pires formes de travail des enfants. Parce que, comme vous l'avons dit, nous avons réalisé une enquête sur le travail des enfants, mais ensuite, par la suite, nous avons également réalisé une enquête sur une des pires formes de travail des enfants, à savoir l'exploitation sexuelle commerciale des enfants. Et là, il était question de connaître les lieux où se pratique cette activité. Et bien, ma foi, en tant que statisticien, ce n'était pas facile. Vous n'allez pas trouver des affiches au bord de la rue ou bien devant les maisons où on va vous dire que c'est ici qu'on pratique cette activité. Il faut trouver les moyens pour pouvoir détecter cette activité. Et en général, c'est des activités qui sont proscrites par la loi. Et comme telles, ces activités-là sont menées par des canaux peu visibles. Et également, cela nous a amené à ajuster notre méthodologie. Parce qu'en tant que statisticiens, nous n'étions plus capables d'appliquer les méthodes que nous avons apprises à l'école. Par exemple, tirer un échantillon aléatoire, ainsi de suite, lorsqu'on veut pouvoir identifier des gens qui sont cachés quelque part dans leur ménage. Il y a une autre difficulté que j'ai voulu évoquer, c'est le financement. Le financement reste un problème très important pour certains pays. Je suis sûr qu'au Brésil, ils vont nous dire, peut-être lorsqu'on sera dans les débats, combien ils mettent dans les enquêtes statistiques et les recensements. En général, c'est des opérations qui coûtent cher et les États ne sont pas toujours prêts à débloquer les fonds pour la construction des statistiques dans les pays. Alors que, comme nous venons de le dire au départ, il nous faut bien connaître les statistiques du pays pour voir dans quel sens évolue le phénomène du travail des enfants. Par exemple, pour les deux opérations que je viens de vous citer, elles ont été entièrement financées par le BIT. Vous vous rendez compte? Alors, ça veut dire que s'il fallait toujours attendre le financement du gouvernement, nous ne serions pas encore là en train de connaître l'ampleur du phénomène des enfants au Cameroun. Donc le financement reste une des difficultés majeures, peut-être pour qu'on puisse susciter les gouvernements à comprendre que si en même temps ils prennent l'engagement d'éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2016, en même temps il est question de pouvoir mettre un peu plus de moyens dans la collecte des données. Il y a, pour la deuxième enquête que nous avons réalisée, je n'ai pas pu insérer tous les résultats, mais très rapidement, je veux vous parler de quelques-uns de ces résultats-là. Nous avons constaté qu'en ce qui concerne l'exploitation sexuelle commerciale des enfants, nous sommes partis du fait que, en ce qui concerne l'exploitation déjà de grandes personnes, elle se passe, comme on dit couramment, la prostitution, mais également de plus en plus, il y a des enfants qu'on retrouve dedans. Nous avons constaté que ces enfants-là étaient beaucoup plus sollicités même que les grandes personnes. Et nous avons pu voir comment pouvoir obtenir des données par rapport à ces phénomènes. Je vous assure que ça n'a pas été facile. Grâce à l'appui du BIT, nous avons cherché des méthodologies parce que ces méthodologies-là ne sont pas encore standards
Elle n'existait pas dans tous les pays comme le reste des méthodologies. Et comme résultat, on est arrivé à la situation où près de 4000 enfants se livraient librement dans le commerce du sexe. Ici, c'est vraiment les enfants qui se livrent de manière libre. On ne parle pas de ceux qui passent par les proxénètes et tout ça. Nous n'avons pas pu pénétrer ce monde-là. Donc nous avons été dans des maisons, nous avons été dans la rue, et on les a interrogés. Et on a constaté que parmi eux, 95% étaient des célibataires, mais 1% étaient des mariés. Ça veut dire qu'on retrouvait des personnes mariées qui quittent la maison et qui se retrouvent dans ce commerce-là. Il y avait des divorcés, ainsi de suite. Le niveau d'instruction n'était pas mal, contrairement à ce qu'on peut croire que c'est peut-être un problème d'instruction. Non, 85% étaient alphabétisés et même on a constaté qu'il y avait 35% étaient en cours de scolarisation. C'est-à-dire le jour, ils étaient à l'école et puis le soir, ils étaient là, vous pouvez imaginer. Et ensuite, un autre résultat concernant cette exploitation sexuelle, il y a un graphique là, bon, ça se voit de loin, on voit des barres, mais il y a une barre qui est plus allongée là. Il s'agit de la cohabitation. On leur a demandé d'où ils venaient. Et la colonne la plus longue nous dit qu'ils habitent avec les parents, les frères ou les sœurs. Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans cette activité-là avec la bénédiction des parents. Un dernier résultat, on a constaté que le revenu moyen dans ce commerce du sexe était de 154 700 francs par mois, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 316 $ américains ou 712 réals du Brésil. Or, 154 700 francs, c'est le salaire d'un fonctionnaire de haut cadre. Donc, c'est un commerce qui, ma foi, attire les enfants. Non seulement ils sont très sollicités, mais apparemment, ils payent bien. Donc, ça a permis d'arriver à un certain nombre de recommandations. Donc, pour terminer, je pourrais dire qu'en matière de statistique, il y a d'abord, au niveau du Cameroun et même de l'Afrique, l'appropriation de la notion du travail des enfants. Parce que les familles semblent ne pas bien comprendre. Parce que quand ils entendent parler du travail des enfants, comme les médias en parlent ces derniers jours, ils se disent que c'est une affaire qui concerne les autres. Donc il y a quelque chose qu'il faut sensibiliser les parents, les ménages, les familles. Parce que au Cameroun, on va vous dire, c'est quoi le travail des enfants? Est-ce que c'est faire les courses pour ses parents, ses frères, ses cousins, des choses que nous faisons depuis les ancêtres? Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est le travail des enfants? On ne comprend pas. Aider un parent à aller travailler dans le champ, aller garder les bœufs, aller puiser de l'eau, et vous appelez ça le travail des enfants? Donc il y a un problème au niveau de la maîtrise de la notion de travail, que ce soit au niveau des producteurs de statistiques, mais également au niveau des ménages. L'autre recommandation, c'est de trouver des moyens propres, comme je le disais, parce qu'il y a un problème de financement. Et puis, concernant les pires formes de travail des enfants, en tant que statisticien, il y a un besoin d'associer les ONG, les organisations de la société civile qui travaillent sur le terrain. Ils maîtrisent mieux les réseaux, parce que les pires formes de travail des enfants, ça fonctionne généralement en réseau. Et puis, mener des enquêtes souvent liées à des enquêtes sur l'emploi, parce que les enquêtes sur l'emploi et le secteur informel permettent de mieux
élaborer, de mieux collecter les statistiques sur le travail des enfants. Je vous remercie.